Maintenant que tu as vu l'introduction au produit vectoriel, je te propose dans cette séquence d'étudier quelques propriétés mathématiques du produit vectoriel. Alors c'est l'occasion pour moi de te présenter un des tout grands savants du 19e siècle. Il s'agit de Josiah Willard Gibbs, qui en 1881 a introduit pour la première fois dans un livre qu'il destinait à ses étudiants. Il a donc introduit pour la première fois le produit vectoriel. Alors il l'a introduit comme outil mathématique de résolution de problèmes dans le domaine de la physique. C'est donc à ses étudiants de physique qu'il s'adressait. En fait, Josiah Willard Gibbs était un véritable érudit, comme le 19e siècle en compte beaucoup. Il était autant physicien que chimiste et même donc mathématicien. On dit de lui qu'il est le père de l'analyse vectorielle, qui contient notamment donc la notion de produit vectoriel, comme on le voit d'ailleurs ici, au travers de ce qu'on appelle les équations de Maxwell qui ont permis à Gibbs d'étudier les ondes électromagnétiques. Et bien, dans ces équations de Maxwell, on voit effectivement apparaître le produit vectoriel ici, avec le champ magnétique ici, avec le champ électrique là. Et tu vois donc que le produit vectoriel joue un rôle très important. Alors voilà, dans cette séquence, on va étudier quelques propriétés de base du produit vectoriel, des propriétés qui nous seront bien utiles par la suite, comme tu le verras. Alors voilà, ici je vais commencer par voir, pas réellement une propriété, mais juste une particularité du produit vectoriel à laquelle tu n'as peut-être pas encore pensé. Et il vaut mieux l'avoir à l'esprit quand on travaille avec le produit vectoriel, comme tu le verras. Voilà, donc ici je reprends donc la définition du produit vectoriel, A vectoriel B ou A croix B, je dirais les deux indifféremment, est égal au vecteur C, qui est représenté ici, qui est bien perpendiculaire aux deux vecteurs A et B. C'est la signification de ce vecteur 1 perpendiculaire ici. Et bien sûr, on retrouve dans la définition ici le produit des modules de A et de B. Je te rappelle que cette écriture-ci est une écriture raccourcie, qui n'est pas très rigoureuse sur le plan mathématique, mais le A ici, sans la barre de vecteur, c'est bien le module de A. Ceci, c'est bien le module du vecteur B. Et on a donc ici le produit des modules fois le sinus de l'angle que ces deux vecteurs forment entre eux. Tu vois que l'angle θ est effectivement l'angle ici entre ces deux vecteurs. Eh bien précisément, c'est la première chose dont je voudrais te parler, c'est que cette notion d'angle formé par deux vecteurs est en fait ambiguë. Je peux très bien ici prendre l'angle qui fait le tour. Ces deux vecteurs forment un angle, je peux décider que c'est le petit angle ici, mais je peux aussi décider que l'angle qu'ils forment entre eux, c'est cet angle-là qui fait tout le tour. Alors cet angle-là, bien sûr, il vaut un tour complet moins θ. C'est 2π moins θ ici, bien entendu. Et si je représente ces angles sur le cercle trigonométrique, j'ai θ ici, alors 2π moins θ, ça revient à prendre moins θ en réalité, je prends 2π et je retire θ. 2π moins θ, c'est bien l'angle moins θ. Et là, on constate tout de suite, bien sûr, que le sinus n'est pas le même. Le sinus de θ est ici, alors que le sinus de moins θ est cette longueur-ci, considérée, bien sûr, comme négative. Et j'arrive donc à la conclusion que le sinus du nouvel angle que je considère ici vaut bien moins le sinus de l'angle que je considérais initialement. Et ça, bien sûr, ça semble être un problème, puisque on voit que le produit vectoriel de A par B, a priori, est autant égal à AB sinus θ1 perpendiculaire que moins AB sinus θ1 perpendiculaire. On voit qu'il y a une contradiction. Alors là, tu dois comprendre qu'en réalité, il n'y a pas du tout de contradiction. Et pour ça, il faut se rappeler que le 1θ ici est défini au travers de la règle de la main droite. Si je reprends le problème que j'avais ici avec l'angle, le petit angle que j'ai entre A et B, je prends la main droite et je vois qu'en parcourant l'angle de A vers B, mon pouce monte. C'est bien ça, la direction 1 perpendiculaire, c'est la direction du vecteur C ici résultant. Maintenant, si je prends l'autre angle, l'angle qui fait tout le tour ici, eh bien, je prends la règle de la main droite, je mets d'abord les doigts dans le sens du vecteur A, je les ferme vers B, et je vois cette fois-ci que mon pouce descend. C'est-à-dire que 1 perpendiculaire qui est ici n'est pas le même 1 perpendiculaire qui est là. Tu devras toujours être très prudent avec cette écriture. Je ne dis pas explicitement ici que la règle de la main droite est appliquée, mais en fait, il faut toujours la considérer
comme étant appliquée quand il s'agit du produit vectoriel. Donc voilà, hein, pour revenir à ce 1θ ici, c'est bien le 1 perpendiculaire qui est représenté ici. Okay. Et donc là, il n'y a plus de problème, bien sûr, parce que j'ai bien un résultat qui montre que le vecteur résultant ici est opposé au vecteur 1θ et de direction et de sens opposé au vecteur 1 perpendiculaire. Et donc si 1 perpendiculaire est par là, eh bien on voit que le résultat est en moins 1 perpendiculaire, c'est-à-dire qu'il est bien dans ce sens-là, et tout va bien. Je retrouve bien sûr le vecteur C de départ. Et donc, quelle que soit la manière dont on choisit l'angle ici, en fait, on a bien toujours le même résultat. Hein, il faut bien comprendre ça, même si on a une ambiguïté du choix de l'angle ici, grâce à la règle de la main droite, on a un résultat qui est bien non ambigu, hein, qui est bien univoque. On a bien ici la définition du produit vectoriel qui est tout à fait rigoureuse et complète. Voilà, donc je voulais juste attirer ton attention là-dessus. Et maintenant, je vais commencer donc à investiguer les propriétés du produit vectoriel. Et notamment, je vais m'intéresser à ce qu'on appelle la commutativité. Hein, la commutativité, c'est tout simplement la propriété mathématique qui fait que quand on change l'ordre du produit, l'ordre des éléments qui sont en produit, tu vois qu'ici je suis passé de A à B fois A, voilà, on pourrait se demander donc quel est le résultat. Alors si le résultat est le même, on dira que l'opération est commutative. Si ce n'est pas le cas, elle est non commutative. Alors voilà, je vais donc profiter de la définition du produit vectoriel à laquelle on est arrivé jusqu'à présent, et je vais donc écrire cette définition en faisant donc l'inversion des rôles de A et de B. Donc B apparaît avant A, voilà, B apparaît avant A. Sinon, j'ai toujours ici le produit du module des deux vecteurs fois le sinus de l'angle qu'ils forment entre eux, fois le vecteur perpendiculaire. Et donc, puisque le produit de deux nombres réels est lui bel et bien commutatif, hein, on le sait bien, il n'y a a priori aucune différence, et on en conclurait comme ceci, que le produit vectoriel est commutatif. Eh bien, il n'en est absolument rien. Hein, il faut être très attentif, je le répète, quand on travaille avec le produit vectoriel, il faut être attentif, parce qu'en réalité, le 1 perpendiculaire qui est ici n'est pas le même que celui-là. Hein, je suis, pour celui-ci, passé de A à B, ça veut dire que mes doigts vont de A vers B, et que j'ai donc bien C qui est donné dans ce sens-là, alors que maintenant, je vais de B vers A. Et en allant de B vers A, donc là je peux mettre ma main comme ceci, je vais fermer les doigts vers A, et je vois bien que je dois considérer l'angle dans l'autre sens. Et donc la règle de la main droite, appliquée à ce sens, me donne bien un vecteur dans l'autre sens. Et donc ce 1 perpendiculaire est le vecteur ici qui va vers le bas. Et donc le résultat que j'aurai ici, c'est bien l'opposé du résultat que j'ai en prenant l'angle de A vers B. Autrement dit, A vectoriel B n'est pas la même chose que B vectoriel A. J'obtiens bien moins C. Voilà, autrement dit, le produit vectoriel n'est pas commutatif. Hein, le produit vectoriel n'est pas commutatif, c'est très important d'en prendre conscience, bien sûr. Quand j'intervertis ici l'ordre des deux vecteurs, quand je passe de A croix B à B croix A, eh bien, le résultat apparaît opposé, tout simplement. On dit d'ailleurs, hein, puisqu'il y a quand même encore une petite trace de l'idée de commutativité, on pourrait dire, on va parler d'anticommutativité pour traduire le signe moins ici. On dit que le produit vectoriel est anticommutatif. C'est-à-dire qu'il est presque commutatif, mais avec le signe moins, on dit anticommutatif. De même, on peut dire qu'il est antisymétrique. Hein, si on n'avait pas le signe moins, ici, on pourrait dire qu'il est symétrique. Hein, que A, B, B, A donne le même résultat. Eh bien non, il y a un signe moins, donc on dit antisymétrique. Voilà. On peut donc, comme ceci, comparer forcément au réel. Hein. Les réels, eux, ont bien la propriété de commutativité. Pour la multiplication, 2 fois 3, c'est bien égal à 3 fois 2. Hein, c'est bien ça que j'appelle la commutativité, bien entendu. Alors, voilà, on va prendre un cas particulier maintenant. Je te propose de faire ça. On va prendre B est égal à A. Rien ne m'empêche de faire ça, bien sûr. Je considère donc le produit vectoriel de A par lui-même, puisque je dis que B ici vaut A.
Voilà, et j'applique ici ce qu'on vient de retrouver. Si A, vectoriel A, est égal à un nombre C, j'intervertis le rôle de A avec lui-même. Ça paraît bizarre, l'opération ne va rien changer, bien sûr, mais n'empêche, je prends le résultat que je viens d'obtenir ici, et je constate donc que je dois mettre moins C une fois que j'intervertis le rôle des deux vecteurs. Et je constate donc ici une évidence, qui est que C ne peut être que le vecteur nul, puisque c'est un vecteur qui est égal à son opposé. Et ça, clairement, ça ne peut être que le vecteur nul. Voilà, donc on arrive à la conclusion que le produit vectoriel d'un vecteur par lui-même est tout simplement 0. Plus proprement, en mathématiques, on dira le vecteur nul, mais tu es d'accord avec moi que si on met 0, on a compris ce qu'on a voulu dire. Voilà, alors ceci est assez évident en réalité, parce que si je dis que B vaut A, j'ai donc deux vecteurs complètement identiques, c'est-à-dire que l'angle entre eux est tout simplement nul. Et si je dis que θ égale à 0 ici, bien sûr, le sinus de θ est égal à 0. Et je retrouve bien sûr, l'idée que le produit vectoriel d'un vecteur par lui-même, si B est égal à A, comme c'est écrit ici, θ vaut 0, et le produit vectoriel est donc bien nul. Ok, donc ici on l'a retrouvé à partir d'une propriété mathématique qui est l'anticommutativité. Voilà, c'est tout simplement, ça conforte tout simplement la définition du produit vectoriel. Voilà, on peut continuer comme ceci, on va encore apprendre quelque chose de ce résultat-là maintenant, on va apprendre que le produit vectoriel n'est pas associatif. Donc l'associativité, donc la non-associativité est symbolisée ici. Je te rappelle ce que c'est que l'associativité avant de passer à ceci. Voilà, j'ai pris ici la multiplication de trois nombres. Alors quand tu fais la multiplication de trois nombres entre eux, forcément tu commences sans doute par les deux premiers. 2 fois 2, ça fait 4, et puis tu multiplies par 3, tu obtiens 12. Mais rien ne t'empêche bien sûr de conserver le premier 2 qu'il y avait là, tu le conserves aussi, et puis tu effectues d'abord le produit de 2 par 3. Donc tu associes 2 et 3 plutôt que d'associer 2 et 2. On va parler d'associativité pour cette raison. Et donc voilà, tu associes différemment les trois nombres qui sont en produit ici. Tu associes 2 et 3 plutôt que 2 et 2. 2 et 3 ça fait 6, et 6 fois 2 ça fait bien 12, exactement comme on avait 4 fois 3 ici. Ok, donc ça c'est bien l'associativité. Et ici, grâce à cette propriété ici, qu'un vecteur multiplié vectoriellement par lui-même donne 0, on voit tout de suite que le produit vectoriel ne sera pas associatif. Parce que dans ce cas particulier, on voit tout de suite l'inégalité que je propose ici. Effectivement, je propose donc le produit de A par B, et je te propose d'associer d'abord A fois A. Alors A, vectoriel A, on l'a vu, c'est le vecteur nul. Donc on a bien ici le vecteur nul fois B, c'est-à-dire le vecteur nul, bien sûr. Donc j'ai 0 d'un côté, et je vois ici, pourtant, que quand j'associe d'abord A et B pour faire mon produit, j'associe A et B, là, qu'est-ce que je fais? J'associe A et B ici, je fais le produit de A par B, je vais donc obtenir le vecteur C, bien sûr, je fais A croix B, j'ai C, C qui est un vecteur perpendiculaire à A, et donc A croix B ici sera bien un vecteur perpendiculaire à A par lequel je multiplie ce résultat. J'ai donc bien le vecteur C ici, multiplié par A multiplié par ce vecteur C. J'applique la règle de la main droite, je monte mes doigts du vecteur A au vecteur C, comme ceci, et je vois que le pouce sort du plan de l'écran. Je vois bien que j'ai un vecteur ici qui sera non nul. Il est égal au produit vectoriel de ces deux, des modules de ces deux vecteurs, A et C ici, qui vaut A croix B. Ces deux modules sont clairement différents de 0, en toute généralité en tout cas, et le sinus de l'angle qu'ils forment entre eux vaut 1, puisque j'ai bien ici un angle de pi demi. J'ai donc bien 1 fois le produit des modules, si j'applique la définition du produit vectoriel à ce produit vectoriel ici. Et donc j'ai bien un vecteur qui sera non nul, je répète, j'ai le vecteur A avec le vecteur C, j'applique les doigts, la règle de la main droite, et je vois que mon pouce sort du plan de l'écran, j'ai bien un vecteur non nul. J'ai donc bien un vecteur nul qui est égal au vecteur non nul. Ici, c'est impossible, j'ai donc bien une inégalité ici. On voit que le produit vectoriel est non associatif. Il n'est pas associatif, tout simplement.
Voilà. Donc ici, je l'ai montré pour un cas particulier, mais tu peux imaginer que, en toute généralité, ce sera le cas également. Hein. Il n'y a aucune raison que ce soit limité à ce cas-ci. De toute façon, ce cas-là suffit. Hein. Si on ne peut pas montrer cette égalité, on dira que le produit vectoriel n'est pas associatif. Voilà, donc il n'est pas commutatif, il est plutôt anticommutatif et il n'est pas associatif. Alors on pourrait se demander maintenant si le produit vectoriel est distributif par rapport à la loi d'addition. Hein, c'est ce que j'appelle la distributivité ici du produit vectoriel par rapport à la loi d'addition, et je l'illustre ici d'abord avec les nombres réels. Hein, voilà, je suis ici en train de faire une opération très simple, j'ai 3 plus 4 qui vaut 7 et je le multiplie le résultat par 2. J'obtiens donc bien 14. Alors, ceci, je peux le faire comme je viens de te le dire, mais je peux aussi décider de faire cette opération en distribuant le 2. Hein, j'aurai donc 2 fois 3, qu'on voit ici, plus 2 fois 4. C'est ce qu'on appelle l'opération de distribution. Et je vois que 2 fois 3, ça fait 6, que 2 fois 4, ça fait 8, et que 6 et 8, ça fait bien 14. On dit donc que la multiplication des nombres réels est distributive par rapport à l'addition des nombres réels. Est-ce qu'il en est de même avec le produit vectoriel? Alors pour ça, je te propose d'analyser ici cette égalité. Est-ce qu'on peut la vérifier? Alors tu vois que j'ai choisi le vecteur A toujours, et puis B, je l'ai décomposé en deux. J'ai dit que c'était la somme de deux vecteurs que j'appelle B1 et B2. Alors est-ce que A vectoriel B1 plus B2 est égal à A vectoriel B1 plus A vectoriel B2? C'est la question que je pose ici. Alors je vais adresser ce problème avec un cas particulier qui est celui des vecteurs B1 et B2 qui appartiennent au même plan. Alors je choisis ici le plan de l'écran, j'ai un vecteur A et j'ai deux vecteurs B1, B2 qui appartiennent au même plan, c'est le plan de l'écran, tout comme le vecteur A appartient au plan de l'écran. Alors voilà, je choisis ceci parce que faire une démonstration réelle à 3 dimensions avec des angles quelconques entre B1 et B2, c'est quelque chose de très compliqué. Je vais te proposer une petite capsule spéciale pour ça. Tu verras que c'est relativement difficile à démontrer. Voilà, c'est pourquoi, dans ce cadre-ci, ici, pour les propriétés élémentaires du produit vectoriel, je me contente de 2 dimensions. Et on verra que c'est déjà pas évident. Hein, on va voir que c'est déjà pas évident de vérifier cette proposition ici. Est-ce qu'il y a distributivité ou non du produit vectoriel par rapport à la loi d'addition? Alors voilà, pour le voir, j'y vais. Hein, je vais faire la somme de B1 et de B2. Je vois ici le vecteur résultant. Voilà, B1 plus B2 est ici, et je considère le produit vectoriel de A avec B1 plus B2. Alors j'utilise la règle de la main droite, je vais mettre les doigts dans le sens de A, je les redresse vers B1 plus B2, et j'obtiens bien sûr mon pouce ici, qui me donne la direction du vecteur C, qui est donc perpendiculaire au plan de ton écran, là. C'est pourquoi donc la flèche ici vient vers toi. Ça c'est le vecteur C, mais je peux dire bien sûr la même chose du produit vectoriel de A avec B1, de même que A avec B2, puisqu'ils appartiennent tous au même plan. Si j'applique la règle de la main droite en faisant passer les doigts de A vers B, B1 ou B2, j'obtiens bien un vecteur qui sera perpendiculaire au plan de l'écran. Et donc voilà, maintenant je vais voir si ceci est vérifiable à partir de la définition du produit vectoriel que voici. Et donc voilà, je vais utiliser cette définition du produit vectoriel. J'ai bien le module du premier vecteur fois le module du second. J'ai écrit ici rigoureusement avec les 2 barres, bien sûr, puisque j'ai une somme de 2 vecteurs. Voilà, je ne peux pas prendre le raccourci d'écriture ici avec juste le A sans le vecteur, bien sûr. Hein, ceci ne serait pas exact. Voilà, fois le sinus de l'angle entre eux. Alors le sinus de l'angle entre eux, je le montre tout de suite, hein, c'est celui-ci. Est-ce que cette grandeur-ci est égale à la somme de A B1 fois sinus θ1 plus A B2 sinus θ2, le tout chaque fois 1 perpendiculaire ici. θ1, c'est ceci, θ2, c'est bien sûr l'angle que fait le vecteur A avec le vecteur B2. Voilà. Alors là, tu reconnaîtras avec moi que c'est pas du tout évident, comme ça, de vérifier ça. Hein, on a un angle θ ici qui résulte d'une combinaison non seulement des angles θ1 et θ2, mais aussi des modules des vecteurs. Hein, si j'augmente le module de B2 ici, tu vois que θ grandit, alors que θ1 et θ2 n'ont pas changé. Hein, donc on voit que θ
n'a pas une relation simple avec θ1 et θ2. On ne peut même pas dire que θ est la somme de ces deux angles, par exemple. Donc tu vois qu'on a une relation a priori assez complexe entre ces angles, et on demande ici de vérifier si je peux effectivement avoir cette égalité. Alors comme ça, tu reconnaîtras, c'est pas si facile, alors je vais essayer de simplifier les choses. D'abord, je constate ici un perpendiculaire et un perpendiculaire. Alors ça, je te l'ai déjà dit, c'est toujours à chaque fois le même vecteur, puisque tous mes vecteurs sont dans le même plan ici. On sait qu'un perpendiculaire est perpendiculaire à ce plan. Donc tous ces 1 perpendiculaires sont cette fois-ci bien les mêmes. Et donc je peux laisser tomber ceci. Cette égalité ici revient tout simplement à comparer les scalaires, les nombres que j'ai en coefficient de ces vecteurs. Donc je peux supprimer ces vecteurs et je peux donc les faire disparaître. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vois? Je vois une somme de nombres est égale à un autre nombre, et je vois que ces nombres sont systématiquement multipliés par A. Et donc je peux diviser à gauche et à droite par A. A va donc disparaître, et je peux donc effectivement le faire disparaître. Et là, les choses deviennent maintenant plus claires. Est-ce qu'on peut facilement vérifier cette égalité? Eh bien oui. Par simple inspection de ce schéma ici, par interprétation géométrique de ce qu'on voit ici, je peux vérifier cette égalité. Alors comment interpréter B1 plus B2 pris en module fois le sinus de θ? Eh bien voilà, j'ai θ ici, j'ai B1 plus B2 pris en module qui sera la longueur de ce vecteur. La longueur de ce vecteur multipliée par le sinus de cet angle, eh bien va tout simplement me donner la projection. Ce sera bien une projection sinus que j'ai ici. Tu vois ici un triangle rectangle. Si je prends la perpendiculaire au vecteur A ici, j'ai un triangle rectangle avec le côté opposé à l'angle qui me donnera bien le sinus fois la longueur de l'hypoténuse qui est bien B1 plus B2 pris en module. J'ai donc bien ici B1 plus B2 fois le sinus de θ. C'est la longueur de du segment que je viens de mettre en évidence ici. Voilà. Et maintenant, on peut faire la même chose pour les autres grandeurs qui est ici. B1 sinus θ1, eh bien, ce sera tout simplement ici la même chose. Je vais faire la projection perpendiculaire sur la verticale ici, sachant que A est horizontale. Eh bien, j'ai bien ici B1 sinus θ1. Et je fais maintenant la même chose pour B2 sinus θ2, que j'obtiens ici. Et je vois effectivement que B1 plus B2 en module fois le sinus de θ est égal à B1 sinus θ1 plus B2 sinus θ2. C'est bien correct, on a bien vérifié l'égalité, et c'est sans doute la raison pour laquelle on peut réellement parler de produit vectoriel. Sinon, parler de produit aurait été difficile, puisque le produit vectoriel ne partage ni la commutativité, ni l'associativité avec son équivalent dans les nombres réels. Donc voilà, cette propriété-ci, au moins, le produit vectoriel la partage avec le produit de nombres réels. Autrement dit, le produit vectoriel est distributif par rapport à la loi d'addition. Et bien sûr, il y a un corollaire à ceci, c'est que si je prends B1 est égal à B2 est égal au vecteur B, je vais donc me retrouver ici avec B plus B, c'est-à-dire 2B, eh bien on constate que ce sera 2 fois A vectoriel B. A vectoriel B apparaît effectivement 2 fois si B1 est égal à B, si B2 est égal à B. Et ceci, c'est ce qu'on appelle la compatibilité du produit vectoriel avec la multiplication par un scalaire. Les mathématiciens, des fois, donnent des noms un peu compliqués aux choses, mais c'est ça qu'on appelle donc la règle de compatibilité avec le produit par un scalaire. Autrement dit, quand tu as le produit vectoriel avec un des vecteurs qui implique une multiplication par un scalaire, eh bien, tu peux mettre le scalaire tout de suite en évidence, et tu retrouves ici le produit des deux vecteurs que tu as ici. Voilà, c'est assez évident ceci, mais il faut le savoir. Ça fait partie des propriétés du produit vectoriel, et tu verras qu'on utilisera cette propriété par la suite, notamment pour faire le calcul du produit vectoriel de deux vecteurs. Jusqu'à présent, on n'a que ceci pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs. On a la définition du produit vectoriel, mais maintenant, si on connaît les deux vecteurs à multiplier, tu reconnaîtras que ce n'est pas particulièrement facile à calculer. Je te donne un exemple ici, je connais le vecteur A, je connais le vecteur B, comme tu vois, je repère ici les coordonnées de ces deux vecteurs dans un repère
cartésien orthonormé ici, pour être précis, et je constate que le vecteur A pour composante en x 2, en y moins 1, hein, on est ici au vecteur moins 1 de composante en y, et ici 2 en z, effectivement, je projette ici, je suis bien à 2. Je fais la même chose pour le vecteur b, et j'ai moins 1, 3, 1,5. Voilà, connaissant ces deux vecteurs, est-ce que je suis capable de calculer ce produit vectoriel selon la définition ici? Alors la réponse est oui, mais tu vas voir que c'est un petit peu laborieux, effectivement. J'ai d'abord besoin du module de A et puis du module de B, ça je peux encore faire relativement facilement. Tu es capable de calculer le module d'un vecteur, je suppose. Hein, on va prendre la racine de la somme des carrés des composantes. Donc j'aurai bien 2 au carré, moins 1 au carré, plus 2 au carré, c'est ce qui est écrit ici, je prends la racine, et j'obtiens bien le A, qui est ici, hein, qui est bien la norme du vecteur A. Voilà, je fais la même chose avec B, bien sûr, je n'ai pas besoin de détailler les choses, ça, tu es capable de faire. On a donc déjà les deux premiers éléments ici de notre calcul. Il reste à avoir θ, bien sûr, puisque j'ai besoin du sinus de θ. Alors θ, c'est l'angle que forment les deux vecteurs entre eux. Comment connaître l'angle que forment ces deux vecteurs? Hein, tu reconnaîtras que ce n'est pas si évident que ça. Je ne sais pas si tu peux faire ça, je te laisse réfléchir 2 secondes. Comment calculer l'angle que j'ai entre ces deux vecteurs? Si tu ne trouves pas, hein, tu devras te rappeler du produit scalaire de deux vecteurs. On sait que le produit scalaire de deux vecteurs fait apparaître le cosinus de l'angle qu'ils ont entre eux. Et le produit scalaire, ça tu es capable de faire. Tu te rappelles que c'est tout simplement la somme du produit des composantes 2 à 2. 2 fois moins 1, moins 2, moins 3, hein, plus 3. Tu vois que le résultat ici est tout simplement de moins 2. On a donc un résultat de moins 2. Tu peux prendre les nombres qu'on a obtenus ici pour avoir le produit AB. Et tu peux donc écrire que θ est l'arc dont le cosinus vaut moins 2 divisé par AB. Moins 2, c'est donc le produit scalaire que je viens de calculer, moins 2. Moins 2 divisé par AB. Bref, on est donc capable de connaître l'angle θ. On est arrivé ici. Mais ça ne suffit pas. Il faut encore trouver la direction que prend ce vecteur, le sens qu'il a. Alors avec la règle de la main droite, c'est facile, mais ça ne suffit pas, bien sûr. Il faut donner les coordonnées précises, les composantes précises de ce vecteur. Et donc, il me faut pouvoir calculer un perpendiculaire. Et ça, c'est un peu plus difficile encore. Il y a moyen, bien sûr, je ne vais pas le faire ici, c'est inutilement long, hein, mais il y aurait moyen. Je peux très bien prendre un vecteur dont le module vaut 1 et imposer qu'il soit perpendiculaire à A en disant que son produit scalaire est nul, avec A, et de même pour B, son produit scalaire avec B est nul. Et tu te rendrais compte que si tu faisais l'exercice, tu obtiendrais un système de 2 équations à 2 inconnues que tu peux résoudre, les 2 inconnues étant bien sûr les 2 composantes nécessaires pour trouver le vecteur A perpendiculaire, puisque son module étant imposé, il suffit de 2 composantes, effectivement. Voilà, hein, tout ça pour te dire que c'est loin d'être évident et qu'il vaut mieux, bien mieux, se baser sur les propriétés mathématiques que je viens de t'exposer. Tu verras que la connaissance de ces propriétés mathématiques permet un calcul très aisé du produit vectoriel de deux vecteurs. Et pour voir ça, je te donne rendez-vous à la séquence suivante, qui est donc consacrée au calcul du produit vectoriel de deux vecteurs quelconques. En attendant, merci pour ton attention et donc à très bientôt.